La Taycan est la première Porsche 100% électrique, elle vient tout juste d'être restylée. Alors la Taycan 2024 est-elle toujours la référence de la sportivité zéro émission? On en parle tout de suite dans En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Après 4 ans de carrière et 150 000 exemplaires vendus, ce qui était plutôt bien pour une voiture qui démarre à 110 000 €, Porsche restyle la Taycan. Alors le restylage, il est bienvenu parce que la berline est en perte de vitesse commerciale. Au premier semestre, il ne s'en est vendu que 9 000, soit une baisse de 51% par rapport à la même période l'an dernier. Alors en cause, un désamour pour les voitures électriques, que ce soit en Europe, aux États-Unis, mais aussi le ralentissement de la croissance chinoise. La Chine, c'est un marché extrêmement important pour Porsche, mais il y a peut-être aussi l'arrivée de la concurrence et notamment de la concurrence en interne avec le Macan 100% électrique. Bonjour Julien Bonnet. Bonjour Pauline. Journaliste auto BFM Business. Alors le Macan électrique, on en parlait il y a quelques mois, ici même dans En route pour demain. Est-ce que finalement ce n'est pas le meilleur concurrent de la Porsche Taycan et puis un peu finalement un modèle qui va le cannibaliser? Bah oui, certainement, on peut dire qu'il a mis un petit coup d'arrêt quand même à ce bon démarrage de la Taycan qui avait fait même mieux que la 911 sur l'année 2021. Donc ça, c'était quand même assez marquant. Et donc là, il y a le Macan 100% électrique qui arrive, le SUV qui séduit beaucoup de clients et en particulier chez Porsche, on le rappelle depuis un certain temps, les best-sellers, ce sont les Cayenne et Macan justement. Et la prochaine étape après le Macan 100% électrique, ce sera justement le Cayenne zéro émission. Donc un nouveau concurrent pour la Taycan, mais on peut dire qu'elle a eu le mérite un peu de débroussailler le terrain, d'être la première Porsche 100% électrique et d'apporter un peu l'expérience à la marque allemande pour se développer sur ce segment SUV et 100% électrique. Et puis on peut aussi parler de cette tendance globale du marché. Le SUV, c'est vraiment le véhicule qui séduit actuellement sur tous les segments, on va dire, que ce soit généraliste et premium. Le modèle le plus vendu l'an dernier, toute motorisation, toute marque confondue, c'est un SUV 100% électrique. Le Tesla Model Y, alors le Macan, il est sur un positionnement de prix bien plus élevé, donc il ne vise pas ce trophée, mais ça représente quand même une tendance forte du marché actuellement. Et puis on a aussi l'arrivée de nouveaux concurrents, on peut dire un mot de ces modèles de marque chinoise qui vont arriver d'ici la fin de l'année, notamment en Europe. Oui, complètement. Alors Porsche se veut plutôt rassurant. Certes, tu l'as dit, les ventes elles baissent fortement en Chine, mais ça c'est une tendance aussi de toutes les marques européennes et qui risquent aussi d'avoir encore un peu de problèmes avec la mise en place. La guerre commerciale qui est en train d'arriver. Exactement, la mise en place des droits de douane en Europe et donc on attend potentiellement des représailles venant de Chine. Mais voilà, Porsche est plutôt rassuré dans le sens où eux ils disent le client de marque de luxe en fait il veut acheter une Porsche parce que ça symbolise. Parce que c'est une Porsche. Parce que c'est une Porsche tout simplement, donc ça, ce blason légendaire pour l'instant, ça leur permet quand même de rester très confiants sur l'avenir. Mais il faut le dire, il y a quand même cette concurrence chinoise qui arrive avec des modèles de plus en plus de grande qualité et notamment sur ces SUV 100% électriques. On pense notamment à Xpeng qui est en train de se lancer en Europe après avoir conquis pas mal de parts de marché en Chine. Merci beaucoup Julien. Ce restylage de la Taycan, il est donc crucial pour Porsche. On te retrouve tout de suite avec Bastien Potty et Serra Fabet pour découvrir toutes les nouveautés esthétiques de cette Taycan 2024. Le design évolue finalement assez peu sur cette Taycan phase 2. Elle conserve ses atouts de grande berline. On le rappelle, elle fait 4,97 m de long, donc quasiment 5 mètres, donc plus proche d'une Panamera finalement que d'une 911. Une Taycan qui est aussi assez large, elle dépasse en effet les 2 mètres en prenant en compte les rétroviseurs. L'occasion aussi de vous parler de la variété des formats de carrosserie sur ce modèle. On a la Taycan tout court qui est la berline. On a ensuite la version break, donc la version Sport Turismo. Et nous, donc, on a la version break surélevée Cross Turismo. Une version Cross Turismo qui profite d'une garde au sol relevée de 5 cm et également d'un petit côté baroudeur avec ses barres de toit ou encore les protections au niveau du bas de caisse ou des passages de roues. Un design très réussi, surtout dans ce joli vert Oak Green métallisé avec de nouvelles jantes design 21 pouces qui laissent bien voir les freins carbone céramique et ses imposants étriers. La face avant profite de son côté de nouveaux feux Matrix LED et d'entrée d'air élargie. Comme détail, vous aurez aussi peut-être noté les deux trappes sur chaque côté du véhicule. Alors on n'est pas du tout sur une hybride rechargeable, on est bien sur une 100% électrique. Il y a juste une trappe côté gauche qui correspond à un port de recharge lente en courant alternatif. Et sur la partie droite, on peut bénéficier d'une prise combo pour la charge rapide.
Comme ce véhicule Porsche, il est aussi à destination familiale. On peut parler du volume de coffre. À l'arrière, il fait 446 litres et il est complété par un coffre avant, hein, le fameux Frunk, de 84 litres. Pour la partie confort, enfin, cette Taycan, elle dispose de vitrages insonorisants et d'un vitrage fumé à l'arrière pour plus de discrétion. Et grâce aux suspensions pneumatiques adaptatives, hein, le véhicule se relève de 5 cm lorsqu'on ouvre les portières. Et donc ça, c'est toujours pratique, hein, pour faciliter l'entrée ou la sortie du véhicule. Merci beaucoup Julien. Là, on passe maintenant à l'habitacle, un habitacle où on retrouve de nombreux écrans, notamment pour le conducteur mais aussi pour le passager. Et oui, Pauline, à l'intérieur de cette Taycan, on a vraiment une belle alchimie, hein, entre luxe et technologie. Alors pour la partie luxe, ça va être notamment dans le choix des matériaux. On a vraiment beaucoup de cuir avec ces jolies petites surpiqûres blanches et puis également de l'Alcantara. Donc par exemple tout autour de mon volant, au niveau du plafond et également des petits détails en imitation carbone comme ça sur les côtés. La petite référence aussi, hein, chez Porsche, ça va être l'horloge au centre, hein, qui va passer en mode chrono, hein, pour justement les usages très sportifs. Sur la partie technologie maintenant, on va vraiment avoir un combiné d'écrans assez imposant puisqu'on a au total 4 écrans, hein, un écran décompteur, il est super joli, incurvé. De toute façon, on garde un peu l'architecture générale, hein, de la Taycan phase 1, mais il faut dire qu'elle était particulièrement réussie à ce niveau-là. Au centre, enfin, sur la partie haute, on va retrouver l'écran pour l'infodivertissement, donc bien sûr avec la compatibilité Apple CarPlay ou Android Auto. En partie basse, hein, on va retrouver même chose sous forme d'écran, mais avec des touches haptiques où je vais vraiment avoir un retour au niveau, justement, une sensation d'appui quand je vais enclencher une commande. Par exemple, les sièges ventilés, les sièges chauffants ou le réglage de la température. On a également en partie basse un petit pavé tactile, hein, qui va me permettre d'interagir avec l'écran d'infodivertissement. Donc ça va être pratique si on veut, par exemple, pas trop l'utiliser justement en mode tactile et passer par ce petit pavé qui est aussi pratique à utiliser pendant qu'on conduit. Et enfin, on l'avait découvert, hein, sur le Macan 100% électrique, mais il y a également en option un 4e écran, un écran pour le passager qui dispose d'un filtre, hein, quand moi en tant que conducteur je ne vais pas pouvoir voir ce qui s'y passe, et comme ça va permettre tout simplement aux passagers de regarder un film, hein, pendant une phase de conduite. Et on peut même compléter avec la partie arrière et un 5e écran, hein, un écran qui va servir justement pour les passagers placés à l'arrière, de faire les réglages de climatisation. Ce qui marque aussi dans cette Taycan, hein, c'est le bel équilibre entre sportivité et confort. Alors pour la sportivité, on va avoir notamment ces sièges sport, hein, donc ils ont beaucoup de réglages. On est surtout très bien maintenu à bord, donc ça va être important pour les phases de conduite dynamique. Alors ces sièges, ils sont chauffants et ventilés. En revanche, pas de fonction massage. Pour ça, il faut opter pour les sièges confort tout simplement. Et on a également beaucoup d'espace à bord, donc c'est le cas à la fois pour les passagers à l'avant, mais également à l'arrière, et tout ça, ça va être renforcé aussi par notre toit panoramique à occultation artificielle. En fait, en passant par l'écran, je vais pouvoir assombrir différentes parties du toit, pour éviter justement de trop subir le soleil, mais c'est vrai que ça a tendance à apporter beaucoup de luminosité à bord, et donc ça c'est un très bon point, surtout dans notre intérieur très sombre. Alors, je voulais quand même vous faire un retour un peu spécifique, hein, sur les écrans. Donc, comme je vous ai dit, ils sont de très bonne qualité, hein, notamment au niveau de l'écran des compteurs qu'on va pouvoir largement personnaliser. On peut même avoir la carte en plein écran. Donc ça, c'est assez classique. Mais c'est vrai qu'avec ce petit design spécifique, hein, de l'écran des compteurs, avec cette partie notamment incurvée, c'est vrai que ça marche vraiment super bien. Et la petite originalité aussi, c'est qu'on va retrouver des petites touches tactiles, hein, sur les côtés. On dirait que c'est simplement des voyants, mais non, c'est bien des voyants qui font à la fois office de boutons d'activation. Ça va être le cas aussi sur la partie gauche pour les phares. Et même chose pour l'écran central, hein, même s'il a une taille relativement réduite, il a une super bonne définition et surtout une très bonne réactivité au toucher. Donc ça, c'est très important, surtout dans ces voitures, hein, où même si on a cet écran dédié pour la climatisation, il va falloir quand même passer par l'écran de réglage de climatisation pour notamment ajuster la direction du flux d'air. Ça serait que c'est un peu pénible, on aimerait pouvoir le faire vraiment manuellement au niveau des buses d'aération. Non, il faut passer par une commande tactile, mais c'est vrai qu'au global, cette Taycan, sur cette partie numérique, elle offre quand même une plutôt bonne ergonomie, une bonne sensation à l'utilisation. Mais nous aujourd'hui, surtout, on dispose de la Taycan la plus puissante, donc on a très envie de voir ce que ça donne sur la route. C'est parti. Très technologique, hein, la Taycan incarne la capacité de Porsche à marier sportivité et zéro émission. En effet, en 2020, lorsque Porsche a lancé la Taycan, dans le cahier des charges, il y avait justement cette capacité à pouvoir multiplier les 0 à 100 sans altérer la capacité de la batterie, sans altérer son fonctionnement. Alors, est-ce toujours le cas sur cette version restylée? On passe tout de suite à l'essai de Julien Bonnet avec Séraphin Bête et Bastien Potti.
voici donc au volant de cette Porsche Taycan. Ça fait un peu plus de 100 km qu'on roule aujourd'hui et donc ça permet d'avoir un bon aperçu de ses capacités et notamment de ses performances. En gros, Porsche a amélioré les performances du moteur à l'arrière et donc ça se ressent sur la puissance générale. On dispose de 775 chevaux de puissance totale et jusqu'à 952 chevaux avec l'overboost qu'on active via le launch control. Au total, on aura même 1100 Nm de couple, donc c'est juste démentiel et ça permet de réaliser des 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. On a testé sans chronométrer et ça reste plutôt conforme a priori avec cette promesse, avec vraiment une force d'accélération sous la pédale de droite en mode sport qui est vraiment délirante. Donc on a pu tester avec quelques 0 à 100 mais sans chronométrer, mais a priori vu la puissance d'accélération démentielle sous cette pédale de droite, ça reste assez conforme à cette promesse. Alors c'est important sur la conduite dynamique, on a également une très bonne tenue de route et le véhicule globalement il est aussi très confortable quand on roule plus tranquillement. On va avoir ces suspensions adaptatives qui vont corriger vraiment tous les défauts de la route. D'ailleurs cette Taycan, on peut lui dire, s'il y a un endroit où on repère qu'il y a un dos d'âne avec une hauteur particulièrement élevée, et en fait elle va le repérer en géolocalisation pour relever le niveau du bas de caisse pour affronter cette épreuve de la ville. On a également les 4 roues directrices et donc ça rend le véhicule particulièrement agile. Elle fait bien 5 mètres de long, mais ça va vraiment faciliter toutes les manœuvres dans les parkings ou même chose dans les situations de circulation urbaine. Un véhicule très grand mais également très lourd. On rappelle, on est sur 2,4 tonnes sur la balance. C'est assez logique vu notamment le poids des batteries. Mais autant dire que ça ne se ressent pas vraiment sur la route avec une telle puissance. On n'a pas l'impression de traîner un vaisseau aussi lourd. Un véhicule qui est également bien posé sur la route, ça c'est très important sur les phases de conduite dynamique. On a vraiment une excellente tenue de route avec ce châssis de cette Porsche Taycan. Alors un point bien sûr très important pour une voiture électrique, c'est l'autonomie. Notre modèle d'essai, donc avec la nouvelle batterie qui offre une capacité de 97 kWh net, donc en augmentation, elle offre théoriquement 566 km d'autonomie. Alors je dis bien théoriquement parce que quand je l'ai prise ce matin avec 100% d'énergie dans la batterie, elle affichait seulement 400 km, mais ça c'est normal parce qu'en fait elle va réajuster son autonomie en fonction de la consommation passée et c'est vrai qu'avec une telle puissance on a très envie de rouler de manière dynamique et ça va réduire mathématiquement l'autonomie. Nous aujourd'hui, avant de faire justement des 0 à 100 et une conduite plus dynamique, on était arrivé à une consommation qui est déjà assez forte, de 26 kWh au 100 et ça permet d'envisager une autonomie réelle autour des 370 km, donc ça reste déjà assez correct. Alors sur ce point justement de l'autonomie, j'ai trouvé que la récupération d'énergie, elle est assez discrète. On peut l'activer directement depuis les menus, mais il n'y a pas vraiment de raccourci simple où on aurait aimé peut-être des palettes volants. Et de toute façon, c'est soit actif, soit désactivé, ou soit en mode automatique, qui moi je trouve est le plus simple d'utilisation, parce qu'en fait c'est la voiture en fonction du trafic par exemple qui va maximiser le freinage régénératif. Si elle sent que vous allez devoir freiner régulièrement, elle va augmenter cette récupération d'énergie, et sinon si elle voit que vous êtes une situation plutôt autoroutière par exemple, elle va laisser plutôt le véhicule en mode roue libre, et donc ça c'est plutôt bien fait. L'autre point qui va permettre aussi peut-être de réduire la consommation, c'est les fameux modes de conduite. On va avoir notamment un mode normal et un mode sport, ce qu'on a le plus utilisé nous aujourd'hui. Un mode sport plus et un mode gravel pour les situations de conduite off-road, et sinon un mode range qui lui va justement chercher à maximiser l'autonomie du véhicule. Porsche a également amélioré la copie sur le plan de la recharge. Cette Taycan, elle peut désormais encaisser jusqu'à 320 kW de puissance, c'est 50 de plus que la précédente version. Et donc ça concrètement, ça va permettre d'envisager une charge rapide, donc sur les longs trajets, de 10 à 80% en moins de 20 minutes. Porsche promet exactement 18 minutes. Donc ça c'est un point fort chez Porsche, notamment par rapport à Tesla qui ne propose pas une puissance de recharge aussi poussée sur ses véhicules. Sur cette partie recharge, Porsche a également boosté la récupération de l'énergie au freinage dont je vous parlais précédemment. Cette Taycan, elle peut désormais récupérer jusqu'à 400 kW lors des phases de décélération, et donc c'est juste énorme. Alors logiquement, avec un véhicule aussi luxueux, on a énormément d'assistants de conduite proposés. On a bien sûr le régulateur de vitesse adaptatif, le suivi des lignes de la route et donc de la conduite autonome de niveau 2. On a également une vue du dessus du véhicule qui est toujours pratique pour réaliser des manœuvres, et également un affichage tête haute qui vient compléter l'écran des compteurs au niveau du pare-brise.
Bon, si j'en crois notre essai, cette Taycan 2024, eh bien, elle a conservé ses lettres de noblesse pour la sportivité zéro émission. Julien, je te retrouve tout de suite. Va quand même falloir parler des choses qui fâchent. C'est le prix. C'est un prix très Porsche avec notamment une ribambelle d'options qui fait grimper la facture. Oui, on le rappelle, hein, la berline Taycan, elle démarre déjà à partir de 105 000 €, donc ça pose déjà un peu des bonnes bases, hein, des tarifs très haut de gamme. En Sport Turismo, donc on rappelle la version break, il faut rajouter 1 000 € de plus et encore 1 500, donc on est à 117 500 € environ sur une Cross Turismo, notre modèle d'essai. Et notre modèle d'essai, hein, en l'occurrence, il est dans le 4e et dernier niveau de finition, donc Turbo S, et là on part de 216 000 €. Et à ce prix-là, on a quand même rajouté, tu l'as dit, beaucoup d'options, hein, pour 45 000 €. J'ai notamment noté, hein, toutes les options, on va dire, d'assistance à la conduite, hein, qui font un ensemble d'options qui représentent par exemple 7 000 €. Donc c'est un peu dommage de ne pas les avoir, on va dire, deux séries sur la finition. Oui, la plus haut à de ce gamme. niveau-là, finalement, on n'est plus à quelques milliers d'euros près, je pense, sur ce type de clientèle. C'est ça, et quand même, pour moi, j'ai trouvé ça des options quand même intéressantes dans la conduite justement moderne que propose cette Porsche Taycan. Donc ce serait dommage de s'en priver. Et c'est ce qu'on peut dire aussi, c'est une tradition aussi chez les marques allemandes d'avoir des catalogues d'options assez vastes et qu'on pourra finalement avoir une voiture assez unique au final, si on compare par exemple avec Tesla et un catalogue d'options volontairement minimaliste. Alors tu nous parles de Tesla, justement, comment elle se positionne face à la concurrence. Est-ce que ce tarif très élevé ne va pas la desservir? Je pense notamment par rapport à la Tesla modèle S-Plaid, un peu sa grande concurrente. Oui, bien sûr, donc la version la plus performante, on le rappelle, hein, de la berline historique de Tesla, qui a été lancée en 2012. Donc c'est vrai que même si le design il a un peu évolué depuis, ça reste quand même un modèle assez ancien et qui était surtout un peu seul, hein, sur ce marché de niche pendant très longtemps, de la berline électrique très très performante. Et donc une modèle S-Plaid aujourd'hui, elle démarre à 108 000 € et on va dire avec le maximum d'options qu'on peut mettre dessus, on est à 125 000 €, donc on est quand même très loin de notre C'est Taycan. presque 2 fois moins, et on pourrait presque acheter 2 Tesla avec notre Porsche Taycan. Et la Model S, on va dire qu'elle reste très compétitive en termes de performance et d'autonomie, qui sont des points assez cruciaux sur le 100% électrique. Après, c'est vrai que Porsche, c'est quand même un autre monde en termes de luxe, c'est ce qui justifie, hein, notamment ces prix beaucoup plus élevés. Donc bien sûr, la qualité de finition et tout l'environnement global autour de la conduite qui est beaucoup plus haut de gamme. Et on va donc trouver aussi des prix assez élevés, hein, chez les concurrents. J'en ai sélectionné quelques-uns, mais il y a l'Audi RS e-tron GT, hein, qui est quand même à 162 000 € en prix de départ, donc qui est un peu la cousine en plus Technologique, oui. C'est ça, de cette Porsche Taycan. Et après, il y a la BMW i5 M60, hein, donc actuellement une des berlines les plus performantes de BMW, qui elle démarre à 107 500 €. Et pour finir un peu le tour d'horizon des concurrentes, hein, chez les marques allemandes, Mercedes-AMG EQE 53 Formatic Plus, donc la version la plus performante, qui elle démarre autour de 125 000 €. Donc des modèles finalement qui restent vraiment, hein, sur le segment vraiment très haut de gamme, complètement luxe. Merci beaucoup Julien Bonnet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Bastien Poty et Séraphin Bête derrière la caméra. Voilà, ce numéro d'En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à vous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.